bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation, Hervé, merci beaucoup. Effectivement, je suis depuis peu de mois en charge des moyens de paiement à la Banque de France, qui est une structuration nouvelle au sein de la banque, puisque c'est pas dans cette assemblée que je vais trouver la controverse là-dessus. On est dans un monde où, et notamment dans le monde des banques centrales, où la question des paiements devient de plus en plus cruciale, et donc on a décidé de concentrer l'ensemble de notre expertise dans une seule unité sur ce sujet dont j'ai la charge, et je suis également, donc ça a été évoqué par Gabriel tout à l'heure, je suis donc nouveau président du CNMP en succession de Nathalie Aufovre, qui était auparavant présidente du CNPS. Voilà, alors d'abord, je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir d'être avec vous dans cette magnifique bibliothèque de l'Automobile Club, et je comprends aussi que j'ai le redoutable privilège d'être celui qui vous sépare du déjeuner, donc on va essayer de pas être trop long, et je voudrais aussi dire que j'ai conscience de venir intervenir auprès de vous sur un sujet à tout le moins polémique, et sur lequel il y a à la fois beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'incompréhension. Et tout ça, je préfère vous le dire aussi dès le démarrage, c'est compréhensible. Et je vais essayer de m'attacher à vous donner un certain nombre de clés de lecture de ce projet. Elles ne sont pas définitives, elles ne sont pas conclusives, loin de là. Mais c'est aussi peut-être pour essayer de partager avec vous exactement là où on en est, côté autorité publique, sur ce projet Euronumérique, et là où on pourrait aller. Et j'emploie à dessein le conditionnel, parce que rien n'est décidé aujourd'hui, loin de là. Un autre point que je voudrais mentionner en introduction, c'est que on joue un rôle important, côté autorité publique et côté Banque de France, sur la conduite de ce projet Euronumérique. Je suis le représentant français au sein de l'instance qui pilote le projet dans l'Eurosystème, donc à la BCE, qui s'appelle la High Level Task Force sur l'euro numérique. Et donc, on a à cœur, Banque de France et moi en premier, de porter l'ensemble des interrogations, des questions, et aussi des intérêts de la sphère des paiements. Ce sujet-là ne peut pas être un sujet uniquement de banque centrale. Donc ça, c'est aussi ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, je vais articuler mon propos autour de trois grands thèmes. D'abord, essayer de définir avec vous et d'illustrer la place que doit avoir la monnaie centrale dans un paysage des paiements qui se digitalise de plus en plus. Et ça, c'est une question qu'on se pose en tant que banquier central tous les jours. Et donc, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Deuxième thème que je voudrais aborder, c'est plus concrètement quelle place pour l'euro numérique on pourrait entrevoir, donc tout ce que je vais dire est au conditionnel, dans la stratégie européenne des paiements de détail. Et bien sûr, ce sujet-là est indissociable de cette stratégie. Et puis je conclurai mon propos parce que je perçois aujourd'hui, à la place que j'occupe, des enjeux de ce projet Euronumérique, et il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être trois principaux que je détaillerai. Alors tout d'abord, quelle place pour la monnaie centrale dans un paysage des paiements qui se numérise ? On a initié des réflexions au sein de l'Eurosystème dès 2020, et vous le savez, sur cette question de l'euro numérique. Et le constat à l'origine était un constat simple, côté banquiers centraux et côté donc Eurosystème, c'était de dire les espèces, et ça ne nous a pas échappé, sont de moins en moins utilisées, à tout le moins dans leur fonction transactionnelle. Ce n'est pas du tout le cas. C'est même tout à fait l'inverse dans leur fonction de thésaurisation, puisque sur les 20 dernières années, donc toute la durée de vie de l'euro, les banques centrales n'ont cessé d'émettre des billets qui ne sont pas revenus à leur caisse.
Donc il faut bien qu'il soit quelque part. Et donc les émissions nettes, vous le savez peut-être, ont été structurellement positives d'environ 4 à 5 points chaque année depuis la création de l'euro. Et donc, je fais cette première petite parenthèse, on va vite en besogne si on dit que le cash disparaît. Alors il disparaît peut-être, oui, mais dans les matelas, sous les matelas, enfin, ou en tout cas de par la fonction de thésaurisation. Mais néanmoins, question de fond, faut-il un remplaçant, en tout cas dans les paiements, à cette fonction qu'occupait le cash historiquement? Alors, le mouvement dont je parle de disparition du cash dans sa fonction transactionnelle, bien sûr, est lié très directement à l'évolution florissante des solutions de paiement scripturales et digitales, à une innovation de marché accrue qu'on connaît tous et qui est absolument fantastique. Certainement aussi à l'émergence de nouvelles habitudes de consommation, de nouvelles habitudes de société. Le résultat de tout ça, c'est que, vous l'avez peut-être vu dans la dernière enquête Eurosystème qu'on a publiée, la part des espèces est passée dans les transactions point of sale, hein, donc chez les commerçants et dans l'ensemble des points de vente, de 68% en 2016 à 50% en 2022. Donc ça décroît très très vite. Même si ça reste, et peut-être qu'on n'est peut-être pas les plus représentatifs de l'usage du cash, mais même si ça reste un usage encore important. Alors on sait que cette tendance a de nombreux bénéfices. On sait que les moyens de paiement scripturaux et digitaux permettent d'offrir des services de paiement qui sont rapides, qui sont fluides, qui sont sécurisés. Néanmoins, notre question à nous, banquiers centraux, c'est s'interroger sur la place de la monnaie centrale dans les paiements du quotidien. Est-ce que finalement elle doit être condamnée à disparaître complètement? C'est ça la question, si on suit le train d'évolution des paiements en cash. Gardons à l'esprit, bien sûr, que pour l'heure, les espèces sont la seule forme de monnaie centrale qui soit accessible au grand public. L'ensemble des autres moyens de paiement véhiculant, bien sûr, on le sait tous, la monnaie commerciale. Alors, et ça peut être un débat infini, donc on ne va pas y passer la journée, mais on s'interroge beaucoup dans ce contexte-là sur ce qu'il est convenu d'appeler le rôle d'ancrage de la monnaie centrale, qui est essentiel au bon fonctionnement du système financier. En effet, l'utilisation régulière des espèces, donc d'un moyen de paiement monnaie centrale par public, le grand public, permet d'éprouver au quotidien, même si on ne le conscientise pas forcément, la libre convertibilité à parité entre les différentes formes de monnaie. C'est un facteur qui est très important. Et concrètement, la confiance dans la monnaie commerciale repose sur le fait que les particuliers savent qu'ils peuvent convertir leurs dépôts bancaires en billets de banque. Et bien entendu, qui sont les seuls supports aujourd'hui à bénéficier du cours légal à parité. En d'autres termes, les billets, sans parler de tout de billets, mais 10 € détenus par un citoyen dans une banque française sont les mêmes que ceux qui sont détenus dans une banque allemande, car les détenteurs peuvent les convertir, ils le savent, en un même billet et les utiliser pour payer en Allemagne, en Autriche, en Belgique, enfin dans l'ensemble de la zone euro. Voilà, donc le rôle d'ancrage, je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet, mais c'est quand même très important, le rôle d'ancrage de la monnaie centrale participe, avec un certain nombre d'autres mécanismes, bien entendu, qui sont très importants, et notamment la garantie des dépôts, mais participe à préserver la confiance du public dans la monnaie unique, partout en zone euro. Et le miracle d'ailleurs de notre monnaie unique, c'est que cette confiance, elle déborde très largement de la zone euro, puisque c'est devenu, en termes d'utilisation du cash, une monnaie totalement internationale qui rivalise avec le dollar. Donc cette confiance, bien entendu, est, je dirais, devenue internationale. Alors, par rapport à ce phénomène, la question, le constat qu'on peut se faire, c'est qu'il faut s'interroger. Je ne dis pas qu'il faut apporter forcément une réponse positive, mais il faut s'interroger sur une nouvelle forme de monnaie centrale adaptée à l'évolution des usages. Et c'est bien ça tout le sujet de l'euro digital. Faut-il, bien sûr, faut-il le réaliser? Mais en tout cas, le principe, c'est de savoir si on doit passer à une nouvelle forme de monnaie centrale
pour préserver ce fameux rôle d'ancrage, ou est-ce que finalement c'est pas la peine, et on peut aller vers un monde où nous aurions 100% des paiements qui soient faits en monnaie commerciale, à un horizon qui pourrait être relativement rapproché, ce qui n'est pas une certitude. On peut avoir aussi des scénarios, on a vu d'ailleurs ça nulle part pour l'instant dans aucun pays, y compris dans les pays nordiques, on peut avoir des scénarios où on atteindrait dans l'utilisation du cash, pour une période longue, un étiage, donc un niveau bas, et ça c'est tout à fait plausible aussi. En tout cas, donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut mettre en place un euro numérique pour assurer ainsi cette fonction d'ancrage monétaire et d'une certaine manière contribuer à la solidité d'un système monétaire à deux étages, à l'ère numérique, l'étage commercial, l'étage central en termes de monnaie. Voilà, alors vous avez vu bien sûr beaucoup de développements, on a parlé bien sûr du projet législatif de la Commission qui a été élaboré en étroite relation bien sûr avec l'Eurosystème, qui est certainement pas un projet définitif et encore moins adopté à ce stade. Je voudrais insister sur un point, un autre point important sur nos réflexions, c'est que l'euro numérique, s'il doit voir le jour, ne pourra se définir et se comprendre qu'en référence aux billets de banque. Il est hors de question d'avoir l'ambition de concurrencer quelque autre moyen de paiement, et donc l'idée c'est bien de savoir si on prolonge le billet de banque ou pas. Et ça c'est le sujet central. Et donc ça veut dire que si on le met en place, il devrait prolonger et pérenniser les principales caractéristiques des espèces. C'est quand même ça le sujet. Alors, tout d'abord, bien sûr, quand on parle des caractéristiques des espèces, la première, c'est le cours légal. Et vous avez vu que c'est un sujet, bien sûr, une fonctionnalité qui est reprise dans la proposition de la Commission. Et bien sûr, le principe, c'est qu'à l'instar du cash, donner le cours légal permettra une universalité de l'utilisation dans l'ensemble des pays de la zone. Et c'est bien sûr le premier des attributs de la monnaie centrale. Il faudrait aussi que l'euro numérique soit une source importante de résilience et de confidentialité, à l'instar du cash. Tout particulièrement, et c'est un sujet qu'il faut qu'on travaille, même si ça entraîne de très fortes contraintes technologiques, au travers d'une fonctionnalité de paiement hors ligne. Et là aussi, la comparaison avec le billet de banque prend tout son sens. S'il s'agit de faire simplement un moyen de paiement qui ne marche que quand il y a une connexion réseau, on sera passé à côté de la cible, ou on serait passé à côté de la cible. Et enfin, l'autre sujet très important, c'est que bien sûr, à l'instar des billets de banque, l'euro numérique devrait être gratuit pour les particuliers, pour les citoyens, donc pour l'utilisateur final. Alors bien sûr, l'idée c'est que comme on entrerait dans l'ère numérique avec un tel outil, on pourrait apporter aussi des fonctionnalités supplémentaires. Étant dématérialisé, on pourrait l'utiliser bien entendu partout, y compris et surtout dans des contextes où aujourd'hui on ne peut pas utiliser le cash, comme par exemple les paiements à distance, le e-commerce. Et on pourrait imaginer de doter en attribut de ce nouveau moyen de paiement un certain nombre de caractéristiques, comme les paiements conditionnels ou un certain nombre d'autres. Je voudrais insister sur un point. Et je redis que tout ça est au conditionnel, bien sûr. Cette nouvelle forme de monnaie centrale, si elle voit le jour, devra absolument reposer, ou devrait absolument reposer, sur le principe de liberté de choix des consommateurs. Liberté de choix. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce que je dois, enfin je ne pense pas, mais je le dis quand même, préciser que l'Eurosystème n'est pas une entreprise commerciale. Donc nous n'avons aucun intérêt à raisonner en part de marché, si nous devions lancer une telle initiative. L'idée, c'est que si elle voit le jour, ce serait une option supplémentaire proposée aux citoyens, quelque part, entre le cash et les moyens de paiement en monnaie commerciale qui sont aujourd'hui très importants, très résilients et très performants, bien sûr. Alors en définitive, ça veut dire, avec un peu d'humilité, que ça ne serait pas à nous, Banque centrale et Eurosystème, de définir quelle place devrait occuper l'euro numérique, mais plutôt aux utilisateurs en fonction de leurs habitudes, leurs préférences et finalement de leur penchant culturel.
Alors, deuxième thème que je voudrais aborder, c'est la place de l'euro numérique dans la stratégie européenne des paiements de détail. Alors, bien sûr, et je pense que ça a été beaucoup abordé dans les précédentes interventions, toutes les discussions sur l'euro numérique s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus globale sur l'avenir des paiements en Europe et en zone euro. Et ça, bien sûr, c'est le sujet central de beaucoup de discussions. On sait que la numérisation des paiements a soulevé des enjeux importants qui ont motivé donc la définition de cette stratégie européenne des paiements de détail. On pourrait considérer, et je parle toujours au conditionnel, que l'euro numérique pourrait contribuer à l'atteinte de certains des objectifs de cette stratégie, en renforçant l'autonomie stratégique, c'est un point que Gabriel Cumange évoquait à l'instant, en contribuant aussi à l'intégration européenne des paiements, et puis aussi en accompagnant l'émergence des paiements instantanés, et aussi peut-être en facilitant les paiements interdevises. Bon, alors le soutien à l'autonomie stratégique, on voit tous ce que ça veut dire. On a parlé, bien sûr, au-delà du rôle d'ancrage de la monnaie centrale, de l'évolution, bien sûr, du paysage des paiements. Et on le sait tous, le projet SEPA a permis d'harmoniser les paiements des entreprises et des administrations au travers des virements et des prélèvements. Les paiements du quotidien, et notamment les paiements par carte, restent très largement dépendants de grands réseaux internationaux. Cette dépendance à l'égard d'acteurs étrangers, on le sait tous, soulève d'importants enjeux de souveraineté pour notre zone, et notamment en matière de définition des standards techniques ou des contrôles sur la protection des données à caractère personnel. En réponse à cet enjeu, l'euro numérique, avec son cours légal, permettrait de faire émerger une solution de paiement vraiment européenne, accepté partout dans la zone euro et utilisable dans tous les contextes. L'euro numérique pourrait contribuer aussi à l'intégration européenne de solutions de paiement privées. Et c'est en ce sens que je voudrais nuancer l'opposition qui peut devenir un peu farouche entre les solutions de paiement privées et ce que pourrait être l'euro numérique, parce qu'il est possible que ce projet puisse contribuer à l'émergence de standards d'acceptation communs et ouverts en zone euro. Ça ne sera certainement pas le seul, j'y reviendrai, mais ça pourrait contribuer. Les intermédiaires seraient donc tous en capacité d'offrir leur offre à l'échelle européenne, en favorisant donc la concurrence et l'innovation sur le marché des paiements. Et on a parlé, j'entendais tout à l'heure en arrivant, plusieurs d'entre vous parlaient de pays, et c'est un sujet très important, je vais y revenir. Je voudrais insister sur un point, c'est que si l'euro numérique devait être lancé, il devra être complémentaire de l'offre pays. C'est un point extrêmement important. Je rappelle que, je le redis, on n'est pas dans une logique de concurrence des moyens de paiement en monnaie commerciale avec ce projet, et on ne devra jamais s'y inscrire. Donc ça veut dire aussi que il faut que nous ayons des garde-fous dans la conduite de ce projet pour être très vigilants sur le maintien des équilibres. Je vais revenir dans un instant sur EPI. J'ai dit tout à l'heure, et je voudrais en dire deux mots, qu'il est possible aussi que cette solution, si elle émerge, devrait aider à la consolidation de solutions de paiement instantané au point de vente. Et donc la réglementation européenne à venir sur le paiement instantané, on sait, alors Gabriel aussi le disait tout à l'heure, elle pourrait être adoptée d'ici quelques mois, pour instaurera un cadre harmonisé au niveau européen, en rendant obligatoire donc l'adhésion au scheme du virement instantané, comme ça a été fait en 2014 pour le virement SEPA classique. La réalisation du potentiel des paiements instantanés ne se fera que par la réalisation et le développement de solutions de paiement instantanées au point de vente. Et en tant que solution de paiement au point de vente, l'euro numérique pourrait participer activement au déploiement des solutions de paiement instantané en Europe. De la même manière pour les paiements interdevises, à l'image des mécanismes de remittance, qui sont aujourd'hui longs et coûteux, on le sait tous, on pourrait imaginer
on a des échanges déjà à ce stade, alors ils sont très préliminaires, mais ils sont intéressants, de mettre en place un modèle d'imbrication de plusieurs monnaies numériques de banque centrale, donc avec d'autres zones monétaires, pour pouvoir faciliter ce type de paiement. Voilà, alors, autre point important, dans ce deuxième paragraphe que je voulais détailler, l'euro numérique, s'il voit le jour, sera conçu dans une démarche de partenariat public-privé. Et j'insiste sur cet aspect, il est extrêmement important. Les paiements ont toujours reposé sur un partenariat très fort entre acteurs publics et acteurs privés. Et il n'y a aucune raison que cela s'arrête, bien au contraire, et ça fait aussi la force de notre secteur financier. L'architecture de l'euro numérique, telle qu'elle est à ce stade envisagée par l'eurosystème, donnera une très large place aux PSP, aux prestataires de services de paiement. Ceux-ci seront responsables, ou seraient responsables, je continue au conditionnel, de distribuer l'euro numérique, d'assurer donc la tenue des comptes clients, d'assurer la relation client, de fournir les moyens de paiement ad hoc, de remplir aussi les exigences en matière de lutte LCBFT. Et donc ça veut dire que les PSP, si on devait lancer ce moyen de paiement, seraient en charge d'intégrer l'euro numérique à leurs interfaces existantes et donc d'offrir autour de cette solution des services à valeur ajoutée. Alors ça veut dire que si on doit conférer ce rôle central au PSP, il faut qu'on définisse des règles pour assurer que l'euro numérique soit diffusable et utilisable partout en zone euro, avec une expérience utilisateur harmonisée. Et ça, c'est un point extrêmement important également. Alors que la forme matérielle du billet, tel qu'on le connaît aujourd'hui au travers du cash, emporte le moyen de paiement lui-même, la forme dématérialisée de l'euro numérique nécessite bien sûr de préciser les conditions de sa distribution et de son utilisation. Et donc, on a commencé dans ce contexte-là, dans cette logique, à définir un scheme dédié. Hein, vous savez qu'on travaille là-dessus, avec l'un des enjeux étant que nous puissions réutiliser autant que possible les solutions et les standards qui sont existants aujourd'hui pour intégrer cet euro numérique dans l'écosystème actuel des paiements. Alors la conception de ce scheme, qui a commencé au sein de l'Eurosystème depuis d'ailleurs le mois de février, et elle est conduite, cette conception, en étroite relation avec les acteurs du marché, et en étroite concertation, aussi bien d'ailleurs côté offre que côté demande. Et les acteurs privés sont représentés par leurs associations européennes dans un groupe plénier et peuvent participer aussi, je pense que vous le savez, dans différents workstreams qui ont été lancés par la Banque centrale européenne et l'Eurosystème. Et je voudrais simplement à ce stade, et sans préjuger, encore une fois, je le redis, de l'issue de ce projet, insister auprès de la place française sur l'importance, je l'ai fait auprès de la FBF il y a quelques jours, sur l'importance de participer à ces travaux et de ne pas faire chaise vide. Il est très important que la place française fasse entendre sa voix, ses suggestions et l'ensemble de ces problématiques pour que ce soit pris à bord et que nous ne soyons pas les seuls côté Banque de France à relayer ces sujets au sein de l'Eurosystème. Voilà, et je finirai par une troisième partie, et comme j'ai annoncé tout à l'heure, portant sur les enjeux que je perçois aujourd'hui, les trois grands enjeux que je perçois aujourd'hui pour ce projet euro numérique. Premier enjeu, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Quelle identité pour l'euro numérique, pour ce moyen de paiement? Alors, je voudrais insister sur un point, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Si l'euro numérique voit le jour, la plus simple manière d'appréhender ce nouvel outil, ce sera de le comparer au cash. Et donc l'idée, c'est que l'euro devrait être un billet de banque numérique. C'est ce qui commence à être appelé, y compris par la Commission, par le doux terme de cash plus.
L'objectif, donc, c'est qu'il se rapproche le plus possible des espèces et des caractéristiques des espèces. Donc, haut niveau de confidentialité et de respect de la vie privée, paiement hors ligne, cours légal, acceptation obligatoire dans l'ensemble des pays de la zone euro, gratuité pour les particuliers. Mais ce sera aussi ce qu'on peut appeler un cash augmenté, je l'ai dit tout à l'heure, parce que tout citoyen qu'il souhaitera ou qu'il souhaiterait pourrait utiliser de la monnaie centrale pour des paiements à distance, ce qui n'est pas bien sûr possible aujourd'hui avec le cash. Donc la logique consiste à prolonger dans l'univers digital l'usage de la monnaie centrale pour les paiements de détail, dans une logique, je le répète, totale de liberté d'utilisation. L'idée, c'est bien de complémenter le cash physique d'un côté et l'ensemble de la panoplie des paiements en monnaie commerciale de l'autre, pas le concurrencer et encore moins le remplacer. De ce point de vue, alors, je vais, si je puis dire, mettre les pieds dans le plat, et si vous le permettez, j'entends beaucoup, et je sais que ce matin, ça a été mis par plusieurs d'entre vous, des critiques, voire des critiques très, très fortes, très véhémentes, hein, sur ce projet, hein, qui effectivement est peut-être en quête d'un cas d'usage. Peut-être que le peut-être est superflu. Hein. J'aimerais quand même partager avec vous la réflexion suivante. Le débat sur le cas d'usage de l'euro numérique, s'il devait voir le jour, c'est un débat qu'on peut porter à l'identique aujourd'hui sur le cash. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup d'acteurs dire il n'y a plus de cas d'usage pour le cash. Dans un monde numérisé, où il y a tout un tas de solutions de paiement en monnaie commerciale extrêmement utiles, extrêmement performantes, extrêmement rapides, sécurisées, régulées, le cash ne sert plus à rien, et donc va disparaître. Alors, je reboucle avec mon propos liminaire, hein, et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le cash comme pour l'euro numérique, le seul objectif pour nous, et c'est une question qui n'est pas tranchée, mais on se la pose très fortement, banquiers centraux, c'est de savoir si on doit offrir aux citoyens un moyen de paiement sous le double aspect physique et numérique, offrant une sûreté totale aux consommateurs, et je pèse mes mots, une sûreté totale en termes de résilience, en termes de garantie, et cela par tout temps. Je soulignerai, et ce n'est pas un sujet mineur, qu'aujourd'hui, aucun autre moyen de paiement en monnaie scripturale ou digitale n'offre ce niveau de sécurité. Et ça, c'est notre rôle en tant que banquier central, de savoir si il faut continuer à offrir une offre alternative au cash, justement pour remplir cet objectif-là. Je n'ai pas dit qu'on a répondu à la question, mais c'est un point extrêmement important de nos réflexions. Et donc, si on revient à la question du cas d'usage, permettez-moi de vous dire que ce qu'on ne souhaite pas, et on fait tout pour, bien sûr, en tant que régulateur, en cas de crise bancaire majeure, les citoyens ne s'interrogent pas sur le cas d'usage du cash. Ils se précipitent au DAB pour retirer des billets. On l'a vu dans toutes les dernières crises, y compris les crises politiques. Le comportement en dernier ressort de sauvegarde de ses économies, c'est aller retirer son argent au distributeur. Ça, il faut qu'on en tienne compte dans l'avenir des moyens de paiement en monnaie centrale, et c'est aussi en soi une légitimité suffisante pour s'interroger sur le projet euro numérique. Et là aussi, je n'ai pas dit que j'avais apporté une réponse définitive sur la pertinence de lancer ce projet, mais je voulais partager ça avec vous, parce que le débat sur le cas d'usage est un peu plus subtil que le fait de dire ça ne sert plus à rien, parce qu'on a des tas de moyens de paiement commerciaux privés qui marchent très bien, qui marcheront tout le temps. Et je peux vous dire que cette affirmation-là n'est pas vraie à ce stade. Alors enfin, je termine, et c'est très important, avec l'articulation avec l'offre bancaire. C'est un point aussi, un message que je voulais vous passer qui est pour moi très fort et très important, et qui fait partie des garde-fous dans les réflexions que nous menons au sein de l'Eurosystème sur faut-il ou pas lancer ce projet euro numérique. Il faut absolument que nous veillions à ce que l'euro numérique n'entraîne pas de désintermédiation.
Ça, c'est un des impératifs en tant que banquier central que nous devons nous imposer dans ce projet. Et donc, croyez-moi, on se l'imposera jusqu'au bout et jusqu'au moment où le Conseil des gouverneurs se rassemblera pour prendre une décision. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi, éviter toute désintermédiation? Il y a plusieurs sujets derrière. Le premier, c'est que, et j'en ai parlé, l'euro numérique serait distribué par l'intermédiaire des banques, des PSP au sens large, à l'instar bien sûr du cash. Ce n'est pas la Banque de France qui distribue le cash dans la rue. Ça sera exactement la même chose. Il n'entre pas bien sûr dans notre mission de gérer directement un euro numérique et d'avoir l'ambition d'ouvrir des comptes pour l'ensemble des particuliers ou dans l'eurosystème pour les 300 millions de citoyens qui pourraient potentiellement utiliser l'euro numérique. Et donc nous ne rentrerons jamais dans une relation bilatérale avec l'ensemble des citoyens. Ça n'a aucun sens. Deuxième point, et je sais que c'est un sujet très important, on en a parlé à plusieurs reprises avec la FBF et l'ensemble des banques, et c'est un sujet récurrent sur lequel on travaille beaucoup. L'euro numérique, s'il devait être lancé, le serait dans des conditions telles qu'elles ne susciteraient pas de risque en termes de stabilité financière. Et c'est aussi un point d'engagement extrêmement fort pour nous. Et notamment, alors ça veut dire quoi, risque en termes de stabilité financière? Le risque, on le sait, on le comprend facilement, c'est que la fonctionnalité qui serait offerte au travers de l'environnement bancaire de chaque particulier, de faire un transfert vers un environnement euro-numérique depuis son compte bancaire classique, ferait que, potentiellement, on pourrait avoir une fuite des dépôts, tout ça dépendant d'ailleurs du plafond d'euros numériques qui serait in fine validé pour ces comptes en euros numériques. Et ça, bien entendu, il y a un sujet de stabilité financière et un sujet absolument légitime pour l'ensemble de la communauté bancaire qui est de savoir quel impact en termes de transfert des dépôts. Et donc c'est un point qu'on regarde de très près. Et bien entendu, la limite de détention, si le projet devait voir le jour, serait calibrée pour éviter, pour neutraliser ce risque. Enfin, et j'insiste là-dessus aussi, il faut que l'équilibre économique de l'euro numérique soit assuré de telle sorte que tous les acteurs de la chaîne des paiements, à commencer par les banques, y trouvent un intérêt à y prendre part. C'est une belle déclaration. D'ailleurs, ça cache des subtilités d'ajustement extrêmement fortes. Il y a tout le régime, bien sûr, des commissions et de la rémunération du service euro numérique. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet à part entière, on y travaille beaucoup. Mais c'est bien sûr d'autant plus important que les paiements sont devenus l'une des clés de voûte les plus importantes, on le sait tous, de la relation entre les banques et leurs clients. Et d'ailleurs aussi une des menaces potentielles de fuite des clients via les nouvelles offres de services des nouveaux entrants, GAFA et autres. Et donc, en d'autres termes, et c'est un autre point que sur lequel je voudrais insister auprès de vous, un autre garde-fou sur lequel on va bien sûr être très très vigilant, c'est qu'il faut que l'euro numérique, s'il devait naître, s'intègre dans cette chaîne des paiements sans effet disruptif, quel qu'il soit. Voilà, alors je reviens, et je suis tout près de la conclusion, et plutôt de la fin même, tout court, sur le projet EPI. Et je voudrais affirmer avec force, on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, au titre des autorités publiques, je voudrais affirmer avec force le fait que l'ensemble de l'eurosystème soutient très pleinement cette initiative qui va dans le sens de la construction d'une souveraineté des paiements via un scheme natif. Et je voudrais insister aussi sur le fait que euro numérique et EPI ne sont pas structurellement incompatibles, encore une fois si l'euro numérique devait voir le jour, pour plusieurs raisons. D'abord une raison de calendrier. EPI devrait commencer à diffuser, je pense que vous en avez parlé ce matin, des solutions commercialisables par ces banques adhérentes à compter de 2024-2025. Il commencera donc à se diffuser très largement avant l'euro numérique. Et donc, la légitimité de pays et de ses caractéristiques ne pourra pas avoir d'ombre, si je puis dire, avec le projet euro numérique avant probablement plusieurs années. Par ailleurs, en termes de diffusion, rappelons-nous que EPI ne sera pas un standard de paiement dans toute la zone euro, en tout cas au démarrage. On souhaite vivement, bien entendu, que EPI s'étende à l'ensemble de la zone euro,
Et nous avons bien entendu exprimé un soutien en ce sens. Mais à l'inverse, si l'euro numérique devait être lancé, il sera nativement un outil de paiement dans l'ensemble des pays de la zone euro. Et enfin, complémentarité. EPI a réussi à l'exercice, à participer à un exercice de prototypage, vous le savez peut-être, au sein de l'Eurosystème sur notre projet Euronumérique, sur la fonction d'interface client du projet Euronumérique. Et donc, une ambition qu'on pourrait se donner collectivement, si le projet Euronumérique, encore une fois, était validé, c'est que l'EPI devienne un acteur central pour assurer la distribution de l'euro numérique via sa solution technique. Et je rajouterai même que si EPI reste dans le périmètre qu'on connaît dans les prochaines années, l'interfaçage avec l'euro numérique permettrait aux banques adhérentes à EPI d'offrir à leurs clients un moyen de paiement gratuit dans l'ensemble de la zone euro, au-delà des pays qui acceptent le scheme EPI. Voilà. En ultime conclusion, je reviens sur le calendrier et sur l'état d'esprit que nous avons sur ce projet. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait se réunir à l'automne 2023, donc d'ici probablement fin octobre, pour décider de démarrer ce qu'on a convenu d'appeler une phase de préparation. Alors c'est un terme un peu subtil, c'est pas tout à fait une phase de développement, c'est pas bien sûr le lancement. Cette phase de préparation, elle va avoir pour fonction de finaliser l'ensemble des caractéristiques techniques et de consulter le marché, y compris sur l'ensemble des solutions techniques qui pourraient être développées. À ce stade, donc, la décision d'émettre un euro numérique n'est pas prise et elle ne sera pas prise en octobre 2023. Nous sommes dépendants aussi, bien sûr, des travaux législatifs et donc du bon aboutissement du texte législatif. In fine, on estime que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne pourrait se réunir quelque part en 2025 pour décider, et plutôt au deuxième semestre 2025, pour décider si oui ou non l'euro numérique devra être émis. Comme vous pouvez le constater, nous ne confondons pas vitesse et précipitation. Ce projet est donc encore totalement réversible. Il faut qu'on prenne le temps nécessaire pour faire avancer cette idée dans l'intérêt de la souveraineté de la zone euro, dans l'intérêt de la résilience des paiements, mais aussi, et j'insiste, et c'est mon dernier mot, dans l'intérêt et le respect de toutes les parties prenantes à l'écosystème des paiements. Merci beaucoup. Photo avec moi.